beaucoup. Nous revoici encore dans cette partie où nous allons parler du patronat. Papa Louboya a été à la tête de l'ANESA. Nous voudrions qu'il nous parle un peu de la généalogie et puis de la politique. Et puis, en créant l'ANESA, c'était Association nationale des entreprises du Congo, du Zaïre, oui. À ce moment-là. Parlez-nous un peu de l'ANESA, papa. L'ANESA, je ne veux pas que vous nous parlez de comment elle a été créée, mais parlez-nous un peu en bref, de façon que nous puissions comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'ANESA ici. L'ANESA est une structure qui encadrait l'outil qui, en fait, avait l'économie du pays en main. L'outil, c'est-à-dire les entreprises qui opéraient dans les domaines économiques, principalement de la République démocratique du Congo. C'est un héritage du temps colonial. J'ai parlé des sociétés concessionnaires qui avaient existé avant. Et dans les pays occidentaux, vous allez trouver que ce genre de regroupement des entreprises ont un impact sur la politique du pays. Et le gouvernement se réfère toujours à ce genre d'entreprise. En plus de ça, dans les pays développés sur lesquels nous nous inspirons souvent, le gouvernement créait ce qu'on appelait les chambres de commerce. Les chambres de commerce, c'est un outil qui permet au gouvernement de faire exécuter ses stratégies politiques de développement. C'est ainsi que vous allez trouver en Europe, par exemple, certains ports qui sont une initiative du gouvernement, mais gérée par une structure qui dépend directement du gouvernement et qui répond à la politique du gouvernement. En République démocratique du Congo, le caractère opérationnel des politiques économiques et tout cela, comme ils avaient un caractère extraverti, le monde économique a eu un impact sur les politiques de développement du Congo, du gouvernement. Alors il fallait qu'il se constitue en ce groupe-là. Oui, c'est ça. C'est ainsi que au Congo, ça c'est une exception par rapport aux autres pays africains, le rôle de la chambre de commerce et le rôle du patronat était joué à la fois par l'ANESA. Donc l'ANESA était un partenaire obligé du gouvernement. Mais la confusion qui régnait dans la compréhension du rôle de l'ANESA avec les animateurs du gouvernement était telle que souvent, beaucoup de choses, on ne s'entendait pas. À notre arrivée à l'ANESA, nous avons découvert ce décalage-là, cette cacophonie, d'où beaucoup de rencontres avec le gouvernement ont été organisées en vue de chercher à faire comprendre à la fois aux animateurs du gouvernement que l'ANESA, c'est un outil du gouvernement et à la fois un conseiller pour le développement. C'est ainsi que, contrairement aux autres chambres de commerce des autres pays, que ce soit en Grande-Bretagne ou quoi, l'ANESA n'était pas financée par le gouvernement. L'ANESA vivait de ses propres ressources, c'est-à-dire que les cotisations des membres. Ce qui confirmait un peu son caractère d'indépendant dans la manière de mettre ses propositions et tout ça. Voilà. Donc l'ANESA, c'était un outil de développement. Mais maintenant, dans le contexte de notre pays, comment l'ANESA a fonctionné? À mon arrivée, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ce qui me permet aujourd'hui, par exemple, de développer le fait que il y avait une volonté délibérée d'empêcher que le Congo ne crée pas de richesses. Des richesses qui pouvaient concurrencer facilement des investissements étrangers.
Nous avons perçu cette compréhension-là au niveau de la NESA. Pas les membres effectifs de la NESA, mais le staff de réflexion. Si je parle de staff d'une structure de réflexion des intelligences, c'est parce qu'effectivement, ces intelligences ont existé au sein de l'administration de la NESA. Il y avait des jeunes gens très compétents et qui ont moi, je suis très fier d'eux jusqu'à aujourd'hui. Nous avons cherché à percer cette histoire-là, qu'on ne pouvait pas effectivement facilement exposer aux membres influents de la NESA, parce qu'à ce moment-là, on cassait la NESA, mais qu'il fallait, avec une intelligence, progressivement arriver à mettre dans les têtes des autorités. Ce qui fait que nous avons pris le courage, après les pillages, de dire que les petites entreprises sur l'avenue du commerce et autour du marché central, après le pillage, ne doivent plus revenir. Il faut que cette histoire revienne aux Congolais. Tu vois? Deuxièmement, nous avons pris le courage de dire au gouvernement, les échangeurs, là, comment on les appelle? Les échangeurs. Oui, c'est ça, des monnaies. Des banques. Nous avons dit au gouvernement, vous, le gouvernement, vous vous adressez aussi à ces gens-là. La banque ne saisit pas l'argent, cet argent-là. Ça continue jusqu'au... Oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas minimiser ces gens-là. Comment les incorporer officiellement? Je fais créer tout un comité de ces échangeurs-là, reconnu officiellement par l'État congolais. C'était pour arriver à faire de la NESA, effectivement, cet outil, à la fois conseiller du gouvernement et à la fois l'outil du gouvernement pour le développement du pays. C'est-à-dire, donc, si je comprends bien, la NESA était un regroupement des entreprises qui réfléchissaient, qui mettaient une certaine, qui donnait au gouvernement l'état de santé économique de les entreprises. Mais aujourd'hui, papa, est-ce qu'on peut dire que l'association de ces entreprises-là existe encore? Est-ce que le politique d'aujourd'hui, le gouvernement en tient compte? Est-ce qu'il y a une place des entreprises? Est-ce que quelqu'un qui crée une entreprise a-t-il une obligation à appartenir aux chambres de commerce? Parce que c'est comme si ces choses-là n'existent plus aujourd'hui. Je donne un exemple. Justement, c'est un déficit que nous acquisons, une aliénation que nous acquisons. C'est pourquoi je disais que les jeunes gens qui viennent au pouvoir aujourd'hui, que ce soit au Parlement, quel est leur background? 60 ans après l'indépendance. Si nous n'avons pas connaissance de ces choses-là, il est difficile à ces gens-là, responsables des ministères, responsables au Parlement d'un secteur donné des choses, de réfléchir en prenant en compte en fait les réalités du pays. C'est pourquoi nous levons aujourd'hui pour dire que, écoute, partageons ces idées, que ceux qui comprennent puissent comprendre. Parce que nous ne pouvons pas taire. Exactement. Nous devons partager ces idées. Voyez-vous. Et c'est pourquoi nous en parlons. Donc la NESA, c'est un outil capital. Je me rappelle quand Kabila est entré, il y a eu des gens qui ont cherché à faire supprimer la NESA par Kabila, le père. Le ministre de l'époque de l'économie nous a convoqués avec d'autres petites organisations, des chambres de commerce et tout cela. L'objectif était de nous signifier que, bon, désormais, la NESA va être supprimée. Mais je crois que l'élan a été... Je me suis levé, j'ai demandé la parole, le ministre m'a refusé la parole. Je lui ai dit non. Alors dans ce cas-là, il n'a pas fallu nous inviter. J'ai insisté, il m'a donné la parole. Quand j'ai développé le rôle de la NESA, le ministre a compris et il a compris que tout ce qu'on lui avait dit avant, c'était des mensonges. Voilà comment les Congolais nous arrivons à détruire les réalités de notre pays. Et je me rappelle, il mettra fin à la réunion. Il me prendra, il dit viens. Nous sommes allés au palais de la nation. C'est la première fois que nous nous sommes installés avec Kabila le père, à toi. C'est un poégique-tor. Il dira au président, bon musée, voilà, c'est l'administrateur délégué de la NESA et tout cela. Nous avons fait la réunion, mais il a des choses qu'il va nous dire. En peu de mots, j'ai développé le rôle de la NESA.
Kabila le père, après avoir écouté, il les regarde un peu et dit, mais alors, mais pourquoi nous tergiversons? Appliquons ce que l'administrateur délégué vient de dire. Moi, il dit, je ne fais qu'avancer des principes. Il faut une réflexion. Ah oui, oui. Mais quand il a dit ça, est-ce qu'un producteur a exécuté ça? Autre chose. Donc vous voyez que nous avons vécu certaines réalités qui font qu'aujourd'hui nous nous disons que pourquoi nous devons nous taire? C'est notre pays. Donc l'ANESA c'était un outil, moi jusqu'à aujourd'hui, s'il est pris dans sa réalité, c'est un outil qui peut éclairer facilement. Aujourd'hui, la France ne peut pas se passer du syndicat patronat. Exactement. Parce qu'il y a une question ici qui dit que est-ce que cette entreprise, cet outil, parce que lui aussi il en avait parlé, est-ce que cet outil peut être encore possible d'être en tant qu'outil, oui, mais maintenant ça dépend des animateurs. Des animateurs. Parce que c'est comme si... C'est ça le problème, ça dépend des animateurs. Et s'il a parlé dans les provinces, peut-être commencer dans les provinces. Oui. Parce que moi je me souviens qu'à un certain moment à Butembo, lorsque le problème d'électricité existait... Je voulais justement t'amener les photos de mon passage à Butembo, en tant qu'animateur délégué de l'ANESA. Il y avait des gens qui se disaient, mais pourquoi nous ne pouvons pas prendre l'installation d'une centrale hydroélectrique à Butembo, financée par l'ANESA, parce qu'à ce moment, je me souviens tout de ça. Et puis il y a la SNEL qui a cassé, elle a dit non, ça ce n'est pas vous qui doivez le faire. Et puis le Butembo est resté encore dans les noirs. Dans les années 93, 94. Je connais, j'ai vécu ces réalités-là. C'est Beni ou Butembo où il existe une plantation de papayers. À Beni. À Beni. Combien de Congolais comprennent l'importance d'une plantation de papayers? Cette papayer de Beni-là, quand on tirait les jus, vous savez combien coûtaient les jus de papayer à l'étranger? Papa, moi je crois que je vais vous montrer les documents sur le pillage du bois, du papayer, du caoutchouc, fait par nos militaires. Désolé, mais ce sont nos correspondants à Butembo qui nous envoient, on vous dit que non, on vous parle de massacres, Voici ce que font les armées. Bon, ça, ce n'est pas le sujet du jour. Oui. Alors ici, on demande, est-ce qu'on peut créer des patrons? Ou bien les patrons ont-ils cette capacité comme avaient les patrons anciens? Je suis en train de lire ce qu'il avait dit. Qu'avaient les patrons anciens qui voulaient se regrouper dans l'ANESA. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Parce que nous avons des patrons comme si ce sont des semi-illettrés. Les patrons, beaucoup de patrons congolais sont un peu aliénés au lieu de prendre leurs responsabilités. Aliénés et affaiblis. Aliénés pourquoi? Ils croient que leur expansion ou leur développement dépend de la classe politique. Affaiblis pourquoi? Parce que ils pensent qu'ils ne peuvent rien entreprendre s'ils ne sont pas couverts par la classe politique. Alors ça, ce sont des éléments qui cassent effectivement les choses. C'est pour cela que cette organisation doit être un élément au sein duquel on trouve des gens expérimentés et qui ont la conviction de leurs idées. La conviction de leurs idées qui concourt en fait au fondement du développement des secteurs qu'ils défendent.
C'est ça le problème. Parce que, comme vous aviez parlé, c'est une question qui me vient à l'esprit. C'est comme si au sein même de la NESA, vous aviez une cellule de réflexion. Des gens de tête, comme vous aviez dit. Vous aviez des gens qui se mettaient et pour réfléchir sur le problème. Oui, à qui j'ai demandé, voilà tel problème. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Je ne sais pas, ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté la NESA. On n'a pas d'impact. Les patrons sont devenus, comme il explique ici, des semi-lettrés. Donc, il faut faire ton argent. Ce qui a fait la force de la NESA à notre époque, c'était quoi? C'était les analyses et les études que faisaient les cadres de la NESA. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sont les membres effectifs qui viennent avec leurs ambitions et qui les font transformer en termes d'exigence et tout cela. Bon, on peut avoir une précision, papa. La NESA, parce que je crois que c'était dans la question. La NESA, c'est une structure pas gouvernementale. Non. Et ça fonctionnait partout dans le pays. Oui. Donc vous aviez des branches partout. Donc financé par vous-même, patron. Exactement. Il n'y avait aucun financement qui venait de l'extérieur. C'était les cotisations des membres. Et donc vous aviez des employés, c'est pour cela que vous aviez recruté des gens qui pouvaient penser. Exactement. Qui n'étaient pas des patrons. Parce non. que je crois que monsieur me disait que non, l'association des commerçants, c'est différent. L'association des commerçants, c'est un peu différent. Ça devient... Je disais tout à l'heure que la NESA... Est-ce qu'on peut faire appartenir à la NESA, on faisait appartenir à la NESA sans avoir une entreprise, sans être patron? Oui, il faut être responsable d'une entreprise. Tu peux avoir ton entreprise et membre de la NESA. Ok. Et à ce moment-là, tu es dans ton secteur. Secteur de commerce, secteur d'exploitation de ceci, secteur de ceci. Et dans ce cadre-là, tu as un certain nombre de difficultés que tu retrouves sur le marché et tu formules ces difficultés-là de manière à ce que, en tant que syndicat de patronat, l'organe puisse jouer son rôle vis-à-vis. Parce que vous aviez à peu près combien de personnel dans la maison à ce moment-là? Je n'ai aucune idée, mais tout ce que je sais que... C'était une entreprise? Si, c'était... non, la force de la NESA a plus résidé dans la capacité de réflexion de ces cadres. Parce qu'il y avait le département économique, le département social, le département économique, le département social, le secrétariat général, le département des mines, le secteur agricole. Ça faisait 5 ans à la tête desquels il y avait vraiment des cadres compétents. En dessous de ces cadres, il y avait des agents qui les soutenaient dans la manière de travailler. Donc ce n'était pas vraiment costaud, mais la capacité à résider dans la qualité. Dans la qualité de ces, oui. De ces animateurs. C'est pour ça que souvent, quand tu m'entends parler, j'essaie de parler des intelligences. Exactement. Donc il faut faire sortir la qualité. Parce que dans les intelligences, n'importe qui, nous sommes plusieurs universitaires. Exactement. Nous n'avons pas tous la même approche. Ok, ce n'était qu'une partie des questions. Donc la question de la NESA, je crois que vous avez une idée. Et on va prendre encore une pause et puis on va tomber sur la question comment peut-on organiser le patronat en province, on en avait parlé. Que bénéficiera le peuple congolais dans la modification de la constitution en général? Pensez-vous que Kabila peut revenir à la présidence de la République? Ça, ce sont les deux questions que nous reviendrons dans la dernière partie de notre émission. On prend une pause et puis on revient tout de suite. Alright. Parlons plus d'abord de la connaissance. La connaissance qui est répartie en 3 chapitres. Le temps, l'espace et la matière. Le temps, eh bien, la connaissance, elle est omnipotente, justement parce qu'elle va au-delà
du temps. La connaissance, elle est omniprésente parce qu'elle dépasse tout espace. Elle va au-delà de l'espace. Connaissance, eh bien, elle est omnisciente. Omniscient, oui, justement parce qu'elle va au-delà de la matière. Toute matière se voit transformée autant grâce à la connaissance. Eh bien, la fin du monde, c'est pas encore la fin du monde. Il s'agit bel et bien de l'évolution. Restez chez vous, eh bien l'intelligence restera toujours là.